Le 3 octobre, Troy Atlas frôlera à seulement 29 millions de kilomètres. Et la NASA a repéré un objet énigmatique filant à vive allure vers la Terre. L'agence spatiale a signalé un intrus rapide traversant le système solaire interne, puis le ciel a viré au vert. Pas ce vert doux et mousseux des comètes habituelles, mais une auréole électrique si vive qu'elle a enflammé les forums en ligne et mis les observatoires en alerte maximale. On l'appelle Troy Atlas. Seulement le troisième objet interstellaire confirmé jamais observé. Et dans quelques courtes semaines, il balayera près de Mars avant de plonger vers le Soleil. Tandis que les plus grands télescopes spatiaux détournent le regard, le temps file. Et le plus bizarre, ce n'est pas la vélocité. C'est la teinte. Une couleur qui n'a pas lieu d'être à ce degré d'intensité. Avec la chimie qu'on connaît, pas si criarde, pas à cette distance. Si l'espace avait un surligneur, ce serait celui-ci. La nuit où le firmament est devenu vert a commencé sans bruit. Le 7 septembre 2025, alors que la Terre entrait dans une éclipse lunaire totale et que la Lune rougissait, des astronomes amateurs scrutaient les cieux en quête d'aventures secondaires. L'un d'eux a partagé une capture, une boule floue bleutée et glacée, à peine visible. Quelques heures plus tard, une autre photo émergeait d'un continent différent. Même objet, mais enveloppé cette fois d'une coque émeraude éclatante. Puis d'autres clichés ont afflué, horodatés et vérifiés, d'Autriche à la Namibie, en passant par l'Amérique du Nord. Une fine couche de surface, vous savez, de quelques millimètres d'épaisseur seulement, pourrait produire une luminescence pareille à celle qu'on observe. Ce n'était ni un bug de filtre, ni un effet d'éclipse. Au moment où la Lune sortait de l'ombre terrestre, la couleur du visiteur persistait. Les forums d'amateurs ont explosé de spéculations. Les experts ont guetté en silence, noté des détails et réservé des temps d'observation spectroscopique. Les gens actualisaient les flux, recalibraient leurs instruments 2 fois, voire 3. Le vert ne s'estompa pas. Quelque chose avait muté rapidement. Mais la trajectoire de cet astre, elle, s'avérait encore plus insolite que la luminescence. Remontons au 1er juillet 2025. Le relevé Atlas au Chili détecte un corps glissant trop vite et trop droit au milieu d'un champ étoilé bondé. Les premières modélisations ne collent pas. Les calculs refusent de boucler. Hyperbolique, non lié à notre étoile. À mesure que les données s'affinent, la vitesse se fixe autour de 61 km par seconde par rapport au Soleil, soit environ 136 000 milles par heure. Bien trop rapide pour un natif du nuage d'Oort. On ne peut pas lancer une fusée capable de l'atteindre ou de l'intercepter, car il filera à 98 km par seconde au périhélie. Où une faible chevelure et le début d'une queue penchent la balance. Ce n'est pas un rocher nu. C'est une comète, et pas la nôtre. Le Centre des planètes mineures publie la désignation 3I, les salons de discussion s'illuminent après la chute d'Oumuamua et le survol glacé de Borisov. Un troisième hôte interstellaire est là, et il s'illumine. L'excentricité de son orbite dépasse 1. Une marque nette d'un voyageur de passage qui ne sera pas piégé, mais l'éclat n'explique pas la nuance, et les premiers spectres allaient renverser toutes les certitudes. Il y a un scénario classique pour les comètes vertes. La lumière solaire frappe les molécules de dicarbone dans la chevelure. Les bandes de signes du C2 s'embrasent, et la comète verdit, surtout près du noyau. La luminescence actuelle de la poussière autour de l'objet, pourrait être fournie. Cette fois, les raies attendues ont brillé par leur absence. Des équipes du Chili à Hawaï, avec des spectrographes de pointe, rapportent le même mystère. Pas de bande C2 détectable. Pourtant, le vert sautait aux yeux sur les images, qu'elles soient d'amateurs ou de pros. Parallèlement, les données infrarouges révèlent du dioxyde de carbone dominant largement l'eau. À peu près 8 parts de CO2 pour une part de H2O, totalement inversée par rapport à la plupart des comètes du système solaire. Du cyanogène apparaît. Du sulfure de carbonyle se manifeste en traces. Le CO et l'eau traînent à bas niveau, mais aucun des coupables habituels ne justifie ce choc vers néon. C'est comme découvrir un feu de camp qui consumerait inexplicablement de la glace sèche. Les laboratoires écartent la pollution atmosphérique, les artefacts d'éclipse et les erreurs de traitement. Si la teinte est authentique, et elle l'est, la source pourrait être une substance qu'on n'a jamais vu luire dans une comète, ou un mécanisme qui ne s'active que sur des matériaux façonnés dans une nurserie ultra froide au-delà de la ligne de gel du CO2 d'une autre étoile. Et les surprises chimiques ne s'arrêtaient pas là. Les raies métalliques surgissent normalement en duo. Le fer et le nickel montent et descendent de conserve, piégés dans les mêmes grains de poussière et libérés par la même chaleur. Pas ici. Sur des dizaines d'observations, les spectres s'allument de nickel. Plus de 20 lignes distinctes, certaines flamboyantes dans l'ultraviolet, tandis que le fer se terre ou murmure à peine. Cet déséquilibre défie les règles du système solaire.
Une hypothèse s'est insinuée dans les débats. Des complexes organométalliques volatiles à base de nickel liés au carbone, d'une façon qui permet leur sublimation à plus basse température, abandonnant le fer dans des minéraux plus résistants à la chaleur. C'est sujet à controverse, mais les faits ont contraint les théoriciens à s'asseoir à la table. Si Troy Atlas s'est formé dans un froid abyssal, loin de la tiédeur de son étoile mère, il a pu emprisonner le nickel dans des composés fragiles, facilement gelés par le vide spatial, pendant que le fer restait verrouillé. La chimie évoque un lieu de naissance non seulement lointain, mais ancestral, peut-être plus vieux que notre Soleil de plusieurs milliards d'années. Imaginez des grains ciselés dans un congélateur et scellés pour des âges. Et voilà que, dans cette région ensoleillée, l'énigme s'épaissit encore plus, au moment où les plus puissants télescopes nous sont ordonnés de détourner le regard. Hubble et le télescope spatial James Webb sont conçus pour protéger leur optique au prix fort. Viser trop près du Soleil, et c'est un risque d'endommagement irréversible. Avec 3 atlas fonçant vers un périhélie fin octobre, les 2 instruments atteignent leur seuil critique. Limite d'élongation solaire, zones interdites, arrêt d'urgence, peu importe le nom, la réponse est claire, impossible. Des discussions animées éclatent au sein des comités d'allocation. Faut-il contourner les protocoles pour une cible exceptionnelle, une fois par génération, ou sauvegarder l'équipement vital pour des milliers de chercheurs? Au bout du compte, la prudence l'emporte. Les télescopes phares s'éteignent face à la comète durant la phase décisive. Pourtant, l'univers réserve souvent une vue alternative. Mars, qui suit de près la trajectoire de la comète, abrite des sondes avec une visibilité directe. Les équipes de MRO et MAVEN se mobilisent pour réorienter les appareils, insérer des fenêtres d'opportunité et synchroniser les transmissions de données. Les calendriers se bousculent, les capteurs se recalibrent, les plans de pointage s'inversent en une nuit. Pendant quelques jours début octobre, la planète rouge devient notre avant-poste interstellaire. Elle capture des lueurs que la Terre n'a pas le droit d'approcher. Tandis que les emplois du temps se réorganisent et que les détecteurs s'ajustent, une réalité gênante émerge. La comète nous avait déjà frôlé auparavant. Des mois avant sa détection, 3 atlas s'étaient immiscés dans nos clichés. Fin 2023, le télescope TESS de la NASA scrutait une portion du ciel, accumulant des centaines d'images pour traquer des exoplanètes. Niché dans ce flux, une faible tache mouvante. Notre voyageur interstellaire a échappé au logiciel automatisé, calibré pour repérer des transits planétaires, pas des comètes errantes. Un examen manuel des séquences aurait révélé un léger déplacement. Personne n'y a pensé. Mi-2024, l'observatoire Vera-Rubin, encore en phase de rodage, l'a également saisi lors d'essais. Les enregistrements sont restés anonymes, noyés sous la masse de données. Ce n'est qu'après l'annonce de la découverte que les scientifiques ont fouillé ses archives pour retracer son itinéraire temporel. Cette occasion manque épique et motive à parts égales. Fierté pour les relevés systématiques qui rendent les trouvailles possibles, regret pour l'époque où un coup d'œil chanceux tout changeait. Et une leçon évidente, l'ère de la chance pure s'achève. Celle de la surveillance algorithmique en temps réel s'ouvre. Parallèlement, la physique n'était pas seulement excentrique. Elle établissait une nouvelle référence, prête à s'inscrire dans les manuels. La polarimétrie, qui étudie la polarisation de la lumière diffusée par la poussière, apporte un rebondissement supplémentaire. Les observations plongent plus loin dans la polarisation négative que tout ce qui a été mesuré pour un petit objet si proche du Soleil, flirtant avec les traits des objets transneptuniens plutôt que des comètes familières. En clair, la poussière de 3 atlas est organisée et dimensionnée de manière à rappeler les confins intacts des systèmes planétaires, et non le duvet altéré des habitués du Soleil. Probablement des grains submicroniques, densément agglomérés, générant une courbe de polarisation qui hurle le disque externe. Les ultimes images nettes de Hubble, avant la coupure de sécurité, montrent un noyau d'une poignée de kilomètres de large. Compact, solide, enveloppé d'une chevelure riche en CO2 qui occultait plus qu'elle ne dévoilait. Ajoutez à cela la surprise du nickel dominant sur le fer et la faible trace d'eau, et vous obtenez un schéma de formation planétaire que notre système n'a pas priorisé. Chimie plus froide, un manuel axé sur le carbone, métaux volatiles, poussière façonnée dans des environnements extraterrestres. Si c'est l'empreinte d'un seul grain interstellaire, qu'est-ce qu'on rate d'autre? Parce qu'on arrive trop tard sur place. La communauté esquisse déjà le plan pour une traque améliorée. Rubin balayera l'ensemble du ciel tous les quelques soirs, avec une profondeur et une rapidité inédites, et son logiciel se renforce pour alerter sur les trajectoires hyperboliques et les signatures chromatiques insolites quasi instantanément. Les systèmes de détection biperont dès qu'un intrus verdâtre rapide surgira des ténèbres. Mais les alertes de relevé ne suffisent qu'à moitié. Les ingénieurs et stratèges missionnaires esquissent des intercepteurs à réponse rapide, de petits vaisseaux modulaires en attente,
lancés à bref délai dès qu'une cible se profile. Parmi les idées, des voiliers solaires agiles, des paquets d'instruments assemblables selon les objectifs scientifiques, et des essaims de sondes qui se déploient pour cerner un objet et cartographier sa composition en 3 dimensions. Imaginez des spectromètres de masse miniature, des analyseurs de poussière, des imagers UV et des caméras grand angle en escorte. L'objectif est limpide et impitoyable. Cessez de laisser filer ses visiteurs au fil du temps. Si une comète comme 3 Atlas est un messager d'une autre étoile, on ne se contente pas de l'observer de loin. On lui tend la main à mi-chemin. Alors, où en sommes-nous? Tandis que l'intrus sprint vers le 3 octobre 2025, 3 Atlas effleurent Mars de plus près, et les sondes sur place tenteront de saisir ce que nos joyaux ne peuvent. Quelques semaines après, vers le 29 octobre, il frôlera le Soleil et s'effacera dans l'ombre. On risque de ne jamais percer totalement l'origine de cette lueur émeraude. Peut-être un radical inconnu qui s'épanouit seulement sous un bombardement UV lointain. Peut-être des complexes de nickel en pleine réaction chimique, on n'a observé ça que dans des labos. Ça pourrait bien être une molécule inédite, jamais simulée par quiconque, vu qu'aucune comète locale n'a bien voulu nous y obliger. Une chose est sûre, en tout cas. Ces intrus venus d'ailleurs gardent les traces indélébiles de planètes qu'on n'approchera jamais. Nées autour d'étoiles qu'on ne foulera pas de sitôt. Avec une composition chimique qui snobe complètement notre coin de galaxie. Un survol unique, sans bis, et c'est précisément ce détail qui doit nous interpeller. La Voie lactée nous a déjà glissé 3 missives dans la boîte. La première s'est pointée sous forme d'un fragment virevoltant qui n'en faisait qu'à sa tête. La seconde a débarqué en comète ordinaire, mais avec un je ne sais quoi d'exotique. La troisième rayonne d'une teinte qu'on peine à justifier par des atomes qu'on croyait maîtriser. Un instant d'inattention, et pouf, disparu. Mais avec un peu d'anticipation, on peut décrypter leur contenu. Pendant que 3i Atlas frôle Mars avant de plonger vers notre étoile, posez-vous la question. Au prochain émissaire qui se pointera, serons-nous parés pour l'accueillir, ou le repérerons-nous trop tard, réduit à une vague ombre dans les archives d'hier, regrettant les mystères qu'on aura laissés s'échapper? Musique.